Alors voilà, une réalisation profonde a eu lieu. C'est un moment de clarté, fulgurant. Et puis, la vie de tous les jours reprend le dessus. Le chaos quotidien, les obligations, le bruit. La vraie question, ce n'est pas tant comment atteindre cet état, mais bien comment le maintenir quand tout autour de nous semble vouloir nous en arracher. C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Si l'éveil n'est pas une fuite du monde, alors comment on agit? Cette analyse, c'est un peu un mode d'emploi pour intégrer cette connaissance absolue dans le quotidien, en piochant dans la sagesse de l'Advaita et la rigueur très pratique du Theravada. Pour bien se représenter les choses, on va filer une métaphore. Imaginez un maître artisan. La réalisation spirituelle, cette grande clarté, lui a fourni l'argile, la matière première. Et la vie elle-même, c'est l'atelier. Un atelier souvent bruyant, désordonné, chaotique. Le chef-d'œuvre à créer, c'est une vie libérée, qui est façonnée non pas en luttant contre le chaos, mais en l'utilisant. Passons donc à notre premier outil. Avant de pouvoir modeler quoi que ce soit, l'artisan doit d'abord comprendre parfaitement la nature de son argile. Il doit la voir telle qu'elle est et non comme il aimerait qu'elle soit. Et ça, c'est le rôle de la sagesse. Alors attention ici, la sagesse ou pana dans la tradition Theravada, ce n'est pas une simple accumulation de savoir, ce n'est pas livresque, c'est une capacité de perception, une sorte d'acuité visuelle de l'esprit. C'est un peu la différence entre lire un manuel sur la natation et sentir l'eau sur sa peau. C'est cette vision directe, cette sensation qui est la vraie clé de la libération. Concrètement, comment cette sagesse opère? Eh bien, en examinant tout ce qu'on appelle « moi », le corps, les émotions, les pensées, les perceptions. Avec un esprit calme et concentré, leur nature véritable se révèle d'elle-même. Tout passe, tout change, constamment. Et en voyant ça clairement, l'attachement se dissout. C'est comme si on cessait de vouloir s'agripper à des vagues dans l'océan. C'est inutile et on le voit. Et là, le changement de perspective est total. L'ancien moi, il lutte, il résiste, il se bat. L'artisan éveillé, lui, il danse avec l'impermanence. Le but n'est plus de gagner une bataille contre la vie. Non, c'est d'accueillir chaque circonstance avec une conscience claire, en sachant que de toute façon, tout équilibre est, par nature, temporaire. D'accord, donc on a la vision claire de l'argile. Mais ça ne suffit pas. La main de l'artisan doit être ferme, son attention doit être constante. Et c'est là qu'intervient le deuxième outil, qui est crucial, la discipline de la vigilance. Et ça, c'est un point absolument essentiel. L'éveil n'est pas une destination où l'on arrive une bonne fois pour toutes. C'est le début d'une pratique, une sorte d'hygiène de l'esprit qu'il faut entretenir jour après jour. Une seule expérience, même la plus profonde qui soit, finit par s'estomper si on ne la cultive pas. Pour bien comprendre cette pratique de la vigilance, on peut utiliser une autre image très puissante. L'esprit est un champ, une récolte précieuse. Et chaque pensée, chaque émotion qui y pousse, eh bien c'est la moisson. La qualité de cette récolte dépend entièrement de l'attention qu'on y porte. Cette citation, elle est percutante. Le gardien, évidemment, c'est notre attention. Et le troupeau, ce sont les vieilles habitudes, les schémas réactifs, les distractions incessantes. Un seul moment de négligence, d'inattention, et la précieuse récolte de paix et de clarté peut être dévorée. C'est une opportunité rare. La laisser filer est une perte immense. Ce travail de surveillance, c'est un peu comme du désherbage. On identifie les poisons mentaux. D'abord le désir avide, on l'observe apparaître sans y céder. Ensuite la négativité, la colère. On en est témoin, mais sans s'y jeter corps et âme. Et enfin l'ignorance, la confusion, on la déracine avec la lumière de la sagesse. C'est un travail patient, étape par étape, sans jamais se lamenter sur le temps que ça peut prendre. La liberté, elle ne se trouve pas dans un monde parfait qui viendrait un jour. Elle se trouve ici et maintenant, dans la connaissance de soi. Et ça crée une forme d'urgence personnelle. La responsabilité de cultiver ce jardin intérieur, elle est individuelle. On ne peut pas la remettre à plus tard en attendant que le chaos extérieur se calme. On doit avancer. Bien. Voyons maintenant comment tout ça se traduit dans l'action concrète. Comment l'être libéré, le dhyani ou le libéré vivant, comment agit-il dans le monde? C'est la mise en application de ces deux premiers outils. Répétons-le, parce que c'est important. La personne réalisée ne se retire pas du monde pour méditer dans une grotte. Elle continue de vivre, de travailler, d'interagir. Mais le moteur de son action n'est plus du tout le même. Tout part d'une base complètement nouvelle, d'un centre de gravité qui a basculé de l'ego vers le soi. L'état du Djani, c'est un état fait de paradoxes. Il est le centre immobile au cœur du mouvement, comme l'œil du cyclone. Il est le témoin éternel qui observe l'éphémère passé. Ce centre, c'est un point de vide, mais en même temps de pure présence. C'est la synthèse incroyable où l'on réalise être à la fois l'absolu et son humble serviteur dans le monde. La différence d'action est fondamentale. L'action de l'ego est toujours personnelle. C'est moi qui fais. Pour le Djani, l'action se déploie à travers lui. Il n'est plus l'auteur, il est le canal. Les choses se font par leur propre nature,
sans l'interférence constante de la peur ou du désir personnel. Cette phrase, elle résume cet état d'acceptation totale. Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de moi contre le monde. Le jhani ne craint rien, parce qu'il a réalisé qu'il n'est rien, c'est-à-dire pas un objet séparé et vulnérable. Et ce qui n'est rien ne peut être menacé par quoi que ce soit. Et cette force immense, elle ne se manifeste pas comme une rigidité de roc, comme on pourrait l'imaginer. C'est tout le contraire. C'est la fluidité de l'eau. C'est une force souple, bienveillante, capable de s'adapter à n'importe quelle situation avec une grâce et une facilité déconcertantes. On arrive maintenant au chef-d'œuvre, l'aboutissement de l'utilisation de la sagesse, de la vigilance et de l'action juste. Ce n'est pas une statue figée à admirer. C'est la vie elle-même, vécue comme une œuvre d'art dynamique, en perpétuelle création. En fin de compte, c'est aussi simple et aussi exigeant que ça. C'est le choix, renouvelé à chaque instant, de cesser de s'accrocher au passé ou de craindre l'avenir pour se tenir pleinement dans l'instant présent. Et c'est à partir de cet espace de création consciente que l'on agit. Voilà, s'il y a une leçon ultime à retenir, c'est celle-ci. Les circonstances de la vie, le travail, les relations, la santé, tout ça c'est l'argile, c'est la matière première. Mais la nature essentielle, le pouvoir de créer, réside dans la conscience qui observe et qui façonne cette argile. La grande réalisation, c'est de savoir qu'on est le potier et pas seulement l'argile. Cette analyse, ce n'est donc pas la fin d'un chemin, mais c'est le véritable début. Les outils sont là, la sagesse pour voir, la vigilance pour stabiliser et l'action juste pour créer. La seule question qui reste est celle-ci. Maintenant que cette connaissance est là, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on va créer?